Le 3 mai 1957, dans la pénombre d'un bureau, un jeune officier s'apprête à regarder un film tourné quelques heures plus tôt. Pour l'instant, le document n'est encore qu'un tirage négatif des images, mais la séquence n'en est pas moins spectaculaire. Le film montre l'atterrissage d'un engin inconnu en forme de disque. 6 ans plus tard, ce jeune militaire, Leroy Gordon Cooper, deviendra un héros national en devenant le dernier astronaute des vols Mercury. Quant au film tourné ce jour-là, son contenu demeure toujours un secret d'État. On raconte que les ovnis ont toujours été un sujet de préoccupation pour l'armée, tant américaine qu'étrangère. Dans les officines de l'état-major, le sujet aurait même été classé ultra top secret. Qu'en est-il de ces rumeurs? Les ovnis sont-ils un secret d'État? Le 30 décembre 1947, devant le nombre croissant d'observations d'ovnis rapportées aux 4 coins de l'Union, le secrétaire d'État à la Défense, James Forrestal, ordonne la création d'une commission d'enquête. C'est le Bureau des enquêtes stratégiques de l'armée de l'air, l'ATIC, situé à la base militaire de Wright-Patterson, à Dayton, dans l'Ohio, qui est chargé du travail. La commission a pour nom Project Sign. Mais avant même que les protocoles d'enquête ne soient déterminés, l'US Air Force se retrouve en état de crise. Dans l'après-midi du 7 janvier 1948, une semaine à peine après la création du Project Sign, un jeune pilote de la Garde nationale, Thomas F. Mantell, s'écrase aux commandes de son P-51 en poursuivant une immense sphère argentée dans le ciel du Kentucky. C'est dans ce contexte que le Project Sign entreprend ses travaux. Selon ses responsables, Mantell aurait pris la planète Vénus pour un engin volant inconnu. Sans masque à oxygène, il aurait dépassé l'altitude sécuritaire, aurait perdu conscience et se serait écrasé. L'explication est loin de convaincre l'état-major. En 1952, l'affaire Mantell fera l'objet d'une autre enquête de l'US Air Force qui conclura cette fois que le pilote a probablement confondu un ballon Skyhook à un ovni. Le cas Mantell est significatif en ce sens qu'il intervient à la fin des années 40, juste après la naissance du phénomène des soucoupes volantes, comme les avait appelées Kenneth Arnold. Je crois que ce qui est arrivé à Mantell est significatif de la puissance de l'image qu'avait créée Arnold. Qu'un pilote sobre, rationnel et parfaitement normal, bien qu'il ait commis une erreur, se laisse entraîner par la publicité et le tapage qui entourait ce nouveau phénomène, en dit long sur l'emprise que cette histoire avait sur le public américain des années 40. On aurait pu croire qu'il s'agissait d'un engouement passager, eh bien non. Comme le cas Mantell fut l'un des premiers décès imputables au phénomène, il a été largement publicisé. La publicité qui entoure l'affaire Mantell ne fait qu'ajouter à l'inconfort des enquêteurs du Project Sign. La situation est d'autant plus alarmante que les apparitions d'ovnis se multiplient d'un bout à l'autre du pays. Le 24 juillet 1948, 2 pilotes de la compagnie Eastern Airlines rapportent avoir croisé un cylindre lumineux alors qu'ils survolaient l'Alabama. La collision a apparemment été évitée de justesse. Pour l'état-major, la situation devient inquiétante. En haut lieu, on somme les responsables du Project Sign de fournir un rapport sur l'état actuel de la situation. Ce que nous savons du projet Sign, c'est que dès le début, les analystes rassemblés à la base Patterson de Dayton en Ohio étaient divisés à propos de l'origine des ovnis. Certains disaient « oui, je crois que ces manifestations sont dues à des appareils interplanétaires d'origine extraterrestre », ce qui n'était pas nécessairement une opinion minoritaire. Par ailleurs, d'autres disaient « non, non, c'est impossible, ça ne peut pas être ça ».
Cela doit être quelque chose qui appartient au monde de la science et que nous ne pouvons pas encore comprendre. Ce qui semble avoir bouleversé l'équipe de Sine, c'est une importante série d'observations survenues à l'été de 1948. Une première est survenue aux Pays-Bas et quelques jours plus tard, une seconde en Alabama. Dans les deux cas, il semble qu'on ait eu affaire à un même objet. Un véhicule pouvant atteindre une vitesse exceptionnelle, observé clairement par des pilotes entraînés et qui faisait des choses qu'un avion n'est pas censé être capable de faire. Il semble que l'équipe de Sine ait été très impressionnée par ces observations et elle a rédigé un document appelé The Estimate of the Situation. Ici, il importe de préciser qu'aucune copie de The Estimate n'a jamais fait surface. Par ailleurs, nous avons de bonnes raisons de croire que ce rapport a existé. Plusieurs personnes de bonne réputation ont affirmé « Oui, je l'ai lu, je sais ce qu'il contient ». Essentiellement, The Estimate est un document écrit par l'équipe du projet Sine et qui dit « Oui, les ovnis existent et nous croyons qu'ils sont d'origine extraterrestre ». Le document a atterri sur le bureau du général Vandenberg de l'US Air Force. D'après la légende, Vandenberg aurait dit « Je refuse d'accepter ces conclusions, trouvez-moi quelque chose d'autre ». Alors l'équipe de Sine a refait ses devoirs et a trouvé quelque chose d'autre. Par la suite, la thèse pro-extraterrestre est tombée en disgrâce au sein du projet Sine. On raconte qu'après avoir rejeté les conclusions initiales du rapport Estimate of the Situation, conclusion à l'effet que les soucoupes volantes pouvaient être des engins extraterrestres, le général Vandenberg aurait demandé à ce que toutes les copies existantes du document soient brûlées. En février 1949, les officiers du Bureau stratégique remettent un nouveau rapport officiel, épuré cette fois de toute référence extraterrestre. Le document souligne toutefois que 20% des observations n'ont pu être identifiées. Le Pentagone réagit en remplaçant le Project Sine par une autre structure chargée cette fois de minimiser au maximum les observations rébarbatives. C'est le Project Grudge. L'ère des ténèbres vient de commencer. 11 mois plus tard, on annonce que les apparitions d'OVNI sont essentiellement le résultat d'erreurs d'interprétation, d'hystérie collective ou de fraude. Pour l'état-major, la cause est entendue. En septembre 1951, au lendemain d'observations spectaculaires survenues au New Jersey, l'US Air Force entreprend de ressusciter son Project Grudge. Le capitaine Edward Ruppelt est chargé du mandat. Mais contrairement aux politiques de ses prédécesseurs, Ruppelt refuse de discréditer aveuglément le dossier des ovnis. Il demande plutôt qu'une recherche sérieuse soit entreprise. Ces démarches amèneront la création, dès 1952, du Project Blue Book. Avec l'arrivée du capitaine Ruppelt, un vent d'enthousiasme souffle sur les amateurs d'ovnis. On espère que Ruppelt, reconnu pour être un officier magnanime, fera tout pour que l'étude soit des plus impartiales. Preuve de cette bonne volonté, l'officier s'assure, à titre de conseiller scientifique, la collaboration de l'astrophysicien Joseph Hyland Hynek, attaché à l'Université Northwestern de l'Illinois. Malheureusement, à l'été de 1952, le vent tourne. En juillet, des ovnis sont observés au-dessus de la capitale nationale. Le général John Samford, porte-parole de l'US Air Force, tient alors une conférence de presse où il annonce que ces lumières n'étaient que des phénomènes naturels provoqués par des inversions de température. Une explication peu convaincante. En haut lieu, l'affaire prend des allures de crise nationale. Plusieurs services fédéraux, la CIA en tête, exigent une réunion avec l'état-major. On craint que la fièvre des soucoupes volantes n'entraîne une forme d'hystérie à l'échelle du pays. En janvier 1953, lors de cette rencontre tant attendue, la CIA explique qu'il est impératif de convaincre le public que les ovnis ne sont que des erreurs d'interprétation ou des fraudes. L'Air Force, du même avis, demande à Ruppelt d'orienter ses efforts dans cette direction. Blue Book se trouve ainsi réduit à un simple organisme de relations publiques. Ruppelt démissionnera quelques mois plus tard, écœuré de ces nouvelles directives. Le projet Blue Book est né des suites du projet Sine, qui avait évolué vers le projet connu sous le vocable Project Grudge, qui deviendra le projet Blue Book au printemps de 1952. Il a été créé à cause des nombreuses observations d'OVNI au cours de ces années-là. Il a été décidé
que le dossier exigeait une enquête d'un niveau supérieur au niveau de l'armée de l'air américaine. Et le dossier est ainsi devenu Blue Book. C'était le capitaine Ruppelt qui en a été responsable pendant 2 ans et quelques, 52-53. Il a fait de très bonnes enquêtes à ce moment-là, mais il y a eu une situation de crise en 1952 à la suite de ce qu'on a appelé le carrousel de Washington, où pendant 2 nuits de suite, samedi à dimanche, 2 week-ends de suite, il y a eu un carrousel formidable d'OVNI qu'il a fallu démentir. Il y a eu une grande commission, conférence de presse plutôt, à Washington qui a démenti et qui a parlé de mirage, mais ça n'était pas convaincant. Mais il y a eu à ce moment-là un changement d'orientation politique et on a freiné beaucoup les ovnis. Alors Ruppelt s'en est rendu compte et il a quitté la commission. Leur travail revenait à justifier les observations et non à les expliquer. Nous le savons parce que des documents rendus publics montrent clairement les recommandations faites au personnel du projet Blue Book. Si vous avez affaire à quelque chose qui est facilement explicable, alors vous l'expliquez au public. Si c'est quelque chose de trop complexe, alors vous n'en parlez surtout pas au public. La recommandation était très claire. Leur travail consistait à ramener le pourcentage d'observations inexpliquées à un strict minimum. Cette commission Livre bleu donc, de l'armée de l'air s'est attachée à trouver des explications naturelles aux ovnis. Et elle s'est fait aider d'un conseiller scientifique qui était l'astronome Alan Hynek, qui a fait ce travail-là pendant presque une vingtaine d'années, jusqu'à la fin des années 60. C'était à toute fin pratique la première enquête officielle sur les rapports d'observation d'OVNI. Ce n'était pas Blue Book en tant que tel, mais le nom Blue Book était un code pour tous les rapports d'observation d'OVNI recueillis et analysés par l'université, qui était apparemment indépendante du gouvernement. En fait, l'université était plus indépendante que le gouvernement ne l'aurait voulu d'ailleurs, parce que Hynek est devenu une des têtes de file dans le dossier des OVNI. Pendant un certain temps, il a même joué un double jeu. Mais il a pris en considération plusieurs témoignages de lumière et d'objets volants, ainsi que des cas plus étranges, comme celui des entités au Kentucky en 1955, par exemple. Jusqu'à un certain point, c'était une tentative d'étouffer l'affaire. Car la CIA avait déjà démontré son intérêt pour certains aspects du phénomène des ovnis, comme par exemple comment les rumeurs pouvaient circuler dans la population. Alors c'était aussi l'étude de cet aspect. Ce n'était pas la première étude du gouvernement sur le sujet, mais elle a mené à la fin au rapport Condon en 1969. Jusqu'au milieu des années 1960, le Project Blue Book va remplir son rôle d'organisme d'utilité publique en colligeant les rapports d'observation et en rassurant les citoyens que les soucoupes volantes ne sont que des phénomènes naturels. Puis, au printemps de 1966, des ovnis déferlent sur les villes d'Ann Arbor, Dexter et Hillsdale, au Michigan. L'Air Force y dépêche son conseiller scientifique, le professeur Joseph Allen Hynek. L'astrophysicien propose alors des gaz du marais, du méthane, pour expliquer les observations. L'incident va marquer le début de la fin pour le Project Blue Book. L'incident dit des gaz du marais dans les années 60 a été particulièrement étudié par le professeur Allen Hynek, qui en a traité dans son livre Du Nouveau sur les ovnis. En fait, c'était à Ann Arbor, au Michigan, où plusieurs personnes ont rapporté avoir vu des lumières dans le ciel. Si on regarde ça avec un peu de recul, aujourd'hui, on pourrait présumer que ce n'étaient pas des vaisseaux structurés, comme l'avaient spéculé les ufologues de l'époque, mais plutôt des activités tectoniques, du même genre que celles que l'on a vues dans des endroits comme Hessdalen, des lumières causées par des mouvements terrestres. Mais à l'époque, on croyait que c'était un phénomène important. Une explication a été retenue qui n'était pas si absurde que ça. On a dit que ces lumières pouvaient avoir été causées par du gaz des marais en feu. Malheureusement, ça a été repris par les journaux à sensation et ils ont fait un grand plat du fait que le gouvernement avait prétendu expliquer que ces ovnis n'étaient que du gaz des marais en feu. Je pense que le gouvernement a commis des bévues, mais je crois que dans ce cas-ci, ce n'était pas si ridicule que ça.
Dans les cas comme ceux de Warminster, Hessdalen, Gulf Breeze, Ann Arbor, ce sont fort probablement de véritables cas d'OVNI. Mais à partir de ce moment, d'autres personnes affirment avoir vu quelque chose, et ça devient une vague. Et beaucoup de fausseté se retrouvent dans les observations. Je crois quand même qu'il y a certaines histoires qui sont vraies. Mais dans ce cas-ci, à cause de cette tentative d'étouffer l'affaire avec l'explication du gaz des marais, c'est devenu un vrai fiasco. Insatisfait des explications du professeur Hynek, la presse tire à boulet rouge sur le Project Blue Book. Dans la tourmente, l'état-major met sur pied une commission ad hoc à laquelle participent des militaires et des scientifiques. Idéalement, concluent les panélistes, il faudrait qu'un organisme civil prenne le relais et décharge une fois pour toutes l'armée de cet épineux problème des ovnis. L'Air Force jette alors son dévolu sur l'Université du Colorado. En fait, ce qui est arrivé, c'est que le projet Blue Book avait perdu toute crédibilité. L'armée de l'air avait perdu de la crédibilité avec ce projet. Les gens ne croyaient pas les explications de l'armée de l'air disant que c'était à chaque fois des ballons sondes ou de la foudre en boule ou bien encore Vénus. L'armée de l'air voulait, depuis des années, abolir le projet Blue Book. Le problème qu'ils ont toujours eu était que les ovnis pouvaient représenter un problème de sécurité nationale ou un problème de défense nationale. Ils ne réussissaient pas à trouver une bonne excuse pour se débarrasser de Blue Book. Ils ne pouvaient pas dire qu'il n'y avait aucun problème de sécurité. Autrement dit, ils étaient coincés. Alors, ce qu'ils ont fait en 1966, ça a été de remettre cette étude à l'Université du Colorado, qui a été sélectionnée très attentivement d'ailleurs, pour étudier ce phénomène une fois pour toutes de façon scientifique. Ce projet Colorado, aussi connu sous le nom de Comité Condon, a duré environ 2 ans. Après cette période, le comité Condon a décidé que le phénomène ne valait pas la peine d'une étude scientifique, que c'était essentiellement de la foutaise et que le gouvernement devrait laisser tomber le projet Blue Book. Le problème avec le projet Colorado était que son directeur, Edward Condon, bien qu'étant un physicien de renom, ne connaissait strictement rien au dossier des ovnis, qu'il ne voulait pas entendre parler d'ovnis, qu'il se retrouvait à étudier des cas loufoques et qu'il avait arrêté sa position bien avant la fin de l'enquête. Son opinion était que tout cela était faux. Bien avant que le comité ne dépose ses conclusions, il faisait déjà part de sa position au public et à la presse. À mi-chemin de son mandat, la commission dut affronter une mutinerie au sein de son personnel qui réalisait qu'il y avait un problème, que leur président privilégiait d'avance une conclusion négative. L'affaire remonta jusqu'en haut lieu et plusieurs membres du personnel furent congédiés à mi-mandat. Il y a aussi eu un mémorandum écrit par l'administrateur du projet, Robert Lowe. En 1966, au tout début du projet, il a écrit un mémo à l'interne qui disait que l'astuce serait de convaincre les scientifiques que nous nous engageons dans une étude très sérieuse, quand, en réalité, nous ne nous attendons pas à trouver quoi que ce soit. Ce mémo interne a fait l'objet d'une fuite 1 an après sa sortie et il a causé une très grande controverse. Ce sont des affirmations comme celle-là qui démontrent que le projet n'était pas vraiment une étude objective. Il est certain que si on passe en revue le rapport Condon, il y a plusieurs grandes failles. C'est un document qui souffre de problèmes profonds. Les conclusions du rapport étaient en désaccord avec le contenu. Certains cas avaient été bien analysés, d'autres pas du tout. En somme, c'était un rapport très inégal. Comme document ayant pour mission de régler la controverse entourant les ovnis, c'était raté. Mais rien de tout cela n'avait vraiment d'importance. Le rapport du comité Condon fut rendu public en janvier 1959 et la réaction de la presse fut à peu près celle-ci. OK, fin de l'histoire. Quant à l'US Air Force, sa réaction fut de dire « Merci 1000 fois, nous en avons terminé avec le projet Blue Book ». Avant la fin de l'année, le projet Blue Book avait été démantelé. Ainsi, même si le rapport Condon était bancal, il avait fait le travail.
Le Project Colorado présente en effet de telles incohérences qu'on peut se demander si le Dr Condon a pris le temps de lire les rapports d'enquête de ses conseillers avant de rédiger ses propres conclusions. Quoi qu'il en soit, après la publication du rapport Condon et l'abandon du Project Blue Book, l'armée de l'air américaine se désengage de la question des ovnis, du moins officiellement. Après 1969, le US Air Force a continué à affirmer qu'elle n'enquêterait plus sur les rapports d'OVNI. Et ça a été leur position depuis 30 ans. Ce n'est pas vrai du tout. Nous savons par exemple qu'il y a eu plusieurs intrusions dans leur espace aérien durant les années 70. À la frontière nord des États-Unis et au Canada, à la base aérienne de Falcon Ridge en Ontario. Et plusieurs autres violations de l'espace aérien au-dessus de la frontière nord des États-Unis en novembre 1975. Nous savons que les militaires américains y ont prêté une attention particulière. Nous savons qu'ils ont enquêté là-dessus. Et nous avons aussi un mémo datant de 1969 venant du général Carol Bolander, affirmant que les rapports d'OVNI importants qui pouvaient avoir un impact sur la sécurité nationale ne faisaient pas partie du système Blue Book. Il était très clair à ce sujet. Il y a certainement raison de croire qu'ils ont continué à enquêter sur les ovnis. On a souvent discuté du fait que d'autres projets, connus sous le nom d'Aquarius, Moondust par exemple, et d'autres encore, existent. Il est probable que ces projets aient existé. Il est difficile de faire l'historique du projet Aquarius, par exemple. Nous n'avons pas beaucoup d'informations à ce sujet. Et plusieurs doutes ont été émis sur l'authenticité des documents qui parlent du projet. Il est donc très difficile de comprendre à quoi le projet était voué. Ce qui est clair, c'est que nous savons qu'on fait encore de nos jours des enquêtes sur les ovnis. Disons que pour l'heure, il est à peu près exclu. Aujourd'hui, l'US Air Force prétend que tous les dossiers pertinents relatifs aux ovnis sont maintenant accessibles aux archives nationales. Mais plusieurs anecdotes donnent à penser que ces dossiers ne sont que la pointe de l'iceberg. Je sais qu'il y a quelques astronautes qui prennent la question très au sérieux. J'ai parlé avec le Dr Edgar Mitchell, qui a été le 6e homme à marcher sur la Lune lors de la mission Apollo 14, et il m'a raconté être convaincu que nous sommes face à une vaste opération de camouflage, que les États-Unis dissimulent de l'information sur divers dossiers incluant Roswell et que ça dure depuis 50 ans. Il affirme aussi que l'information est maintenant entre les mains d'un groupe dérivé des organismes de renseignement militaire du passé. Gordon Cooper est très intéressé par le sujet. Il m'a confirmé que lorsqu'il était le directeur des vols d'essai à la base Edwards en Californie vers la fin des années 1950, un disque avait atterri, avait sorti un train d'atterrissage en forme de trépied pour se poser sur le fond d'un lac desséché et avait été filmé par une de ses équipes de cinéastes qui, à l'époque, filmait divers vols d'essai. Il a confirmé que le disque faisait une bonne dizaine de mètres de diamètre. Il n'a pas lui-même vu l'événement, mais il a étudié le film et a reçu l'ordre de l'expédier par courrier interne à Washington. Et il n'en a plus jamais réentendu parler depuis. Même si plus de 30 ans se sont écoulés depuis la fin du Project Blue Book, il y a fort à parier que l'US Air Force garde toujours sous scellé une foule de dossiers sur les ovnis. Des secrets d'État qui, à n'en pas douter, le resteront encore longtemps. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, la plupart des pays de l'OTAN s'en remettent aux enquêtes américaines pour solutionner le problème des ovnis, ce qui ne les empêche pas de prendre quelques initiatives. Au début des années 50, par exemple, l'Armée de l'air canadienne et le ministère fédéral des Transports participent à une série de réunions autour de la thématique des ovnis. C'est le Project Second Story. En mars 1953, le comité conclut que rien dans le dossier des ovnis ne justifie la poursuite de leur étude par le ministère de la Défense. Jusqu'en 1967, année où l'armée canadienne va céder ses dossiers ovnis aux Archives nationales,
les militaires n'entreprendront que quelques enquêtes visant essentiellement à s'assurer que ces observations ne présentent pas un danger pour la sécurité nationale. Encore aujourd'hui, l'armée garde un œil discret sur ces manifestations, mais uniquement pour des raisons de sécurité du territoire, en commençant par celui du trafic aérien. Bon, on sait d'abord que dans les tours civiles à l'échelle du pays, il existe une liste, Check UFO Sighting List, où les contrôleurs aériens doivent, lorsqu'ils reçoivent un appel téléphonique de la population ou qu'un pilote détecte quelque chose d'étrange dans le ciel, ils doivent remplir cette liste et la communiquer au 22e de North Bay, qui est une base souterraine de surveillance de tout l'espace aérien canadien et qui est aussi en étroite collaboration au niveau de leur travail, assujetti, bien sûr, au NORAD, à la base de Cheyenne, dans le Colorado, aux États-Unis. Ça, c'est la base. C'est ce que l'on sait, tout le monde peut le savoir, il n'y a rien de caché là-dedans, c'est la surveillance du territoire canadien. Lorsque l'armée, maintenant, se voit en présence d'un objet qui perdure dans l'espace aérien et qui refuse de s'identifier et de répondre aux appels radio qu'on lui lance, l'armée a aussi une consigne très stricte qui consiste à lancer des chasseurs, des intercepteurs, chez nous c'est les CF-18A, des Hornets, qui vont décoller très souvent et trop souvent, bien sûr, de la base de Bagotville, le 3e escadron, et qui vont se lancer à la poursuite des objets pour les intercepter afin de les identifier, ensuite de les raccompagner dans la zone internationale où ils doivent être, si c'est des Russes, un Tupolev, entre autres, s'il répond aux lettres d'appel qu'on lui lance. Et si, bien sûr, ça ne répond à rien de tout ça, en dernière course, sur l'ordre du commandant de base, c'est de tirer pour le détruire, le descendre, parce que c'est le travail de l'armée. Et je pense que là, il y a une nuance à faire très importante. Il y a beaucoup de gens qui confondent le rôle des militaires versus ce que nous croyons qu'ils font, les militaires. Ça se résume à 3 lettres, IID. C'est intercepter, identifier, détruire. C'est ce que font les militaires, c'est ce qu'ils doivent faire, ils sont payés pour ça. Les ovnis, c'est, je dirais, le presque avant-dernier de le problème. Ils ne sont pas payés et mandatés pour étudier les ovnis. Ce n'est pas leur travail premier et je vous dirais même qu'ils s'en moquent carrément. Dans la mesure où la sécurité nationale n'est pas mise en péril, qu'il n'y a pas de danger pour la population seule, ils vont colliger l'information comme quoi il y a quelque chose d'étrange dans notre ciel, mais ça va s'arrêter là. L'information sera retransmise au NORAD à Cheyenne, au Colorado, mais il n'y aura pas plus de choses qui sera faite. Presque autour des années fin 70, tout ça a été transféré à l'Institut Hattiesburg d'Ottawa qui colligeait l'information. La GRC au sol a pris la relève en colligeant encore une fois l'information pour constituer des dossiers. Tout ça a pris fin vers 95-96 avec les fameuses coupures du gouvernement conservateur de M. Brian Mulroney. Et depuis, il n'y a plus rien qui se fait, c'est-à-dire dans le domaine militaire, on ne peut pas s'attendre de la part de ces gens. Est-ce qu'il y a une étude exhaustive concernant le phénomène des ovnis? Dans toute l'histoire de l'ufologie canadienne, un cas a particulièrement retenu l'attention des forces armées. Il s'agit d'une étrange machine volante observée par un prospecteur minier, Stephen Michalak, près de Falcon Lake au Manitoba en 1967. Stephen Michalak était un ingénieur, un homme humble, qui avait émigré de Pologne à l'époque de la guerre. En 1967, il faisait de la prospection en amateur dans une région très reculée du Manitoba. Pas totalement inaccessible toutefois. C'était à quelques kilomètres d'une route très fréquentée, mais hors des sentiers battus. Il a raconté que pendant qu'il mangeait son casse-croûte, il avait commencé à concasser des cailloux. Il y a de l'or, de l'argent et d'autres minéraux dans la région. De fait, il avait déjà demandé une concession pour prospecter sur ce territoire. Donc, pendant qu'il s'active, il aperçoit un objet argenté d'une 30aine de pieds de diamètre et qui a l'allure d'une soucoupe volante telle qu'on les imagine en voyant les films de Hollywood. Celle-ci se pose sur un piton rocailleux non loin de lui et une lumière extrêmement brillante jaillit du petit dôme situé au sommet de l'engin. Au bout d'un moment, une petite porte s'est ouverte sur le côté et à nouveau, il a aperçu une lumière brillante sortir de l'engin.
Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il n'a pas pensé qu'il s'agissait d'un vaisseau spatial d'origine extraterrestre. La première chose qui lui est venue à l'esprit, c'est qu'il avait affaire à une sorte d'objet volant ultra secret d'origine américaine qui serait tombé en panne et se serait arrêté à l'écart pour faire des réparations à l'abri des regards indiscrets. Il s'est alors rapproché de l'engin et a crié en direction de l'appareil. « Hey, Yankee Boys, qu'est-ce qui vous arrive? Votre appareil secret est brisé, je vais vous donner un coup de main pour le réparer. » Avant de faire cet appel, il avait entendu des voix en provenance de l'appareil et les avait prises pour des voix humaines. Toutefois, après avoir lancé son cri, il se rend compte que les voix se taisent subitement. Et il se dit en lui-même, « Oh non, ce ne sont peut-être pas des Américains. » Alors il relance son appel, mais en russe cette fois, une langue qu'il connaît bien, mais n'obtient pas de réponse. Il répète alors son appel en allemand, puis en polonais, sa langue maternelle. Comme il n'obtient toujours pas de réponse, il s'approche de la porte et pose sa main qui porte un gant protecteur caoutchouté pour le protéger des éclats de pierre. Il pose sa main donc sur la surface de l'appareil, croyant toujours qu'il s'agit d'une sorte d'avion secret. Il est alors forcé de retirer sa main car son gant fond à cause de la chaleur intense qui se dégage du véhicule. À ce moment, la porte se ferme, comme l'iris d'une caméra. Puis tout l'objet se redresse et se met à tourner sur lui-même, de sorte qu'il se retrouve face à un système d'échappement dissimulé derrière une grille qui ressemble vaguement à celle d'un radiateur. À ce moment, un souffle de gaz chaud le frappe en pleine poitrine et l'objet décolle. Mais le jet d'air est si chaud qu'il met le feu à ses vêtements. Et Michalak doit se débattre pour retirer sa chemise et le reste de ses vêtements. Il les jette au sol, réussit à éteindre les flammes en les traînant dans l'herbe et en les piétinant. Mais il a commencé à se sentir très étourdi. Il avait la nausée et il souffrait beaucoup. Il avait des brûlures au 2e et au 3e degré. Il a réussi tant bien que mal à sortir des buissons et à se rendre au petit motel où il habitait quelques kilomètres plus loin. Là, il a décidé d'aller chercher des soins à Winnipeg. Il est arrivé à Winnipeg quelques heures plus tard. Il avait auparavant appelé sa famille pour qu'elle le rejoigne à l'hôpital. Il leur avait affirmé avoir été brûlé par un avion. Les médecins de l'hôpital de Winnipeg l'ont traité pour ses brûlures, mais ne savaient pas comment réagir face à ses autres symptômes. Il était étourdi, il vomissait. Il était vraiment très mal en point. Il n'a expliqué que plus tard à sa famille ce qui s'était passé. Parce qu'il croyait qu'il s'agissait d'une sorte d'avion secret qui n'était peut-être ni américain ni canadien, il croyait devoir aviser les autorités avant tout. Alors il a contacté un journal de Winnipeg et a raconté son expérience à un journaliste. Le journaliste en question a entendu cette histoire fantastique et bien sûr, elle a fait la manchette partout au Canada et a rapidement fait le tour du monde. Et c'est devenu l'un des cas sur lesquels on s'est le plus penché en Amérique du Nord. Dès les premières heures, les autorités confient l'enquête au sergent Paul Biskey de l'aviation militaire canadienne. Son rapport est truffé de contradictions. D'une part, l'officier reconnaît que Michalak est un homme intègre et honnête, mais reste convaincu que l'affaire est une fraude ou une hallucination. Biskey était vraiment très réfractaire à l'idée des soucoupes volantes. D'ailleurs, on a retrouvé une lettre très intéressante dans les archives où il raconte comment il a l'intention d'enivrer M. Michalak dans un bar pour lui délier la langue et le forcer à dire la vérité sur ce qui s'était produit. Il était à la recherche de n'importe quelle explication prouvant que M. Michalak n'avait pas vraiment vu ce qu'il prétendait avoir vu. Je crois qu'il a beaucoup nui à l'enquête. Il était certainement rigoureux, mais il était tellement convaincu qu'il était impossible qu'une telle chose se soit produite que son évaluation a peut-être été exagérée. En haut lieu, les spéculations du sergent Biskey ne font pas l'unanimité, d'autant plus que des échantillons de sol radioactifs ont été découverts sur les lieux. J'ai grandi tout près de l'endroit où vivait M. Michalak. De fait, étant enfant, j'ai même joué avec un de ses fils.
Et je me souviens qu'un jour, il m'a raconté que son père avait été brûlé et qu'il était très malade. À l'époque, je n'y ai pas porté attention, mais plus tard, alors que je fréquentais toujours la famille, j'ai commencé à m'intéresser aux ovnis et aux soucoupes volantes. Et je me suis mis à lui poser des questions sur ce qui était arrivé. Il m'a alors montré ses brûlures aux jambes et les traces toujours visibles sur son corps, les objets qui restaient, et surtout, il m'a raconté cette fabuleuse histoire. Alors, d'un côté, nous avons une histoire fabuleuse appuyée par des preuves bien concrètes. Des indices au sol, les blessures sur son corps, son étonnant témoignage, ainsi que celui de divers experts qui ont travaillé à l'enquête. Ainsi, selon la personne à qui vous vous adressez, ou vous avez là le meilleur cas jamais recensé d'une personne qui rencontre une soucoupe volante, qui est brûlée, physiquement atteinte, ou vous avez affaire à une escroquerie très élaborée. Et si c'est une escroquerie, c'est certainement l'une des meilleures à avoir été étudiée. Elle s'appuie sur des preuves extraordinaires. L'affaire Michalak ne sera jamais vraiment expliquée. Encore aujourd'hui, 35 ans après les événements, une partie du dossier Michalak est toujours inaccessible, classée au ministère de la Défense, secret d'État. En Europe, où il n'y a pas de procédure analogue à la loi d'accès à l'information, il est beaucoup plus difficile d'évaluer le rôle des militaires dans le dossier des ovnis. Néanmoins, nous savons que le gouvernement britannique a toujours suivi de près la question des ovnis. Entre 1991 et 1994, Nick Pope a été chargé d'étudier les rapports d'observation d'ovnis. Entre 1991 et 1994, mon travail au ministère de la Défense consistait à faire des recherches et à enquêter sur des observations d'ovnis, à évaluer ces cas pour vérifier s'ils représentaient une menace pour la sécurité nationale du Royaume-Uni. Je recevais entre 200 et 300 rapports annuellement. Et je devais, au meilleur de ma connaissance, analyser chacun de ces cas afin d'évaluer toutes les hypothèses et de trouver une explication conventionnelle à ces cas. Je réussissais à trouver une cause naturelle dans 90 à 95% des cas. Mais cela me laissait tout de même un certain pourcentage de cas que je ne pouvais expliquer par des justifications conventionnelles. J'ai occupé ce poste pendant 3 ans. Mais sous différentes formes, ce genre de travail existait déjà depuis 1950. Et ce travail d'investigation s'est poursuivi jusqu'à nos jours. Au cours des années, cependant, la manière de traiter ce sujet a beaucoup varié. Quelquefois à cause de l'attitude ou des convictions de la personne en poste. Moi, par exemple, je m'intéressais beaucoup au sujet. D'autres, cependant, s'impliquaient beaucoup moins. Apparemment, l'intérêt du ministère de la Défense britannique pour les ovnis remonte à 1950. À l'époque, l'administration Churchill était préoccupée par la situation américaine, dont la presse anglaise se faisait l'écho. En haut lieu, on s'interrogeait sur la nature de ces soucoupes volantes. Pouvait-il s'agir d'un nouveau type d'arme mis au point par les Soviétiques? L'intérêt du gouvernement britannique pour la question des ovnis remonte aux années 50. À cette époque, nous étions parfaitement au courant de la situation aux États-Unis, avec l'observation des soucoupes volantes de Kenneth Arnold. Nous étions aussi au courant de la création du projet Sign, lequel est devenu le projet Grudge, puis le projet Blue Book. En 1950, un scientifique très en vue du gouvernement britannique, Sir Henry Tizard, l'un des pères de la technologie du radar,
était d'opinion que les rapports d'observation d'OVNI ne pouvaient pas et ne devaient pas être rejetés sans une enquête sérieuse. L'armée de l'air et les services de renseignement de l'armée de l'air ont donc été chargés de mettre sur pied un groupe de travail pour évaluer la situation. Ce groupe a été connu sous le nom de groupe d'enquête sur les secoupes volantes. Le groupe a donc été créé en 1950 et il a remis ses conclusions officielles en 1951. Ces conclusions étaient plutôt teintées de scepticisme et rejoignaient la position américaine, à savoir que ces objets étaient ou bien des erreurs d'interprétation ou des fraudes. Cela dit, même s'il était conseillé de ne pas poursuivre ces enquêtes, un an plus tard, cette recommandation a été rejetée à cause de toute une série d'observations importantes impliquant des militaires. C'est en gros la genèse de cet intérêt. Une fois que le ministère de l'Air et le ministère de la Défense eurent mis sur pied un petit groupe de recherche pour enquêter sur ces observations d'OVNI, ce projet a perduré. Et d'une certaine façon, perdure encore aujourd'hui. Le travail dont on m'a chargé entre 1991 et 1994 n'était en fait qu'une version moderne des enquêtes et des recherches mises de l'avant dans les années 50. Bien sûr, le personnel est différent. L'attitude avec laquelle on a enquêté sur certains de ces incidents a aussi changé au fil des ans. Mais essentiellement, il s'agit du même projet. Et ses objectifs fondamentaux, eux, sont restés inchangés. C'est-à-dire s'assurer que ces observations ne représentent pas une menace pour notre pays. Par définition, l'armée, c'est la grande muette. Il ne faut donc pas s'étonner si elle se montre réticente à rendre publique de l'information. Mais entre faire preuve de transparence et collaborer ouvertement avec les ufologues, il y a un monde. Pourtant, il y a quelques années, une telle collaboration s'est établie entre l'armée belge et un groupe d'ufologues de Bruxelles, la SOBEPS, pour la Société belge d'études des phénomènes spatiaux. L'affaire commence en 1989. Cet automne-là, la Belgique devient le théâtre des apparitions d'un engin mystérieux. Les témoins parlent surtout d'un grand triangle noir muni de 3 puissants phares et d'un feu rouge clignotant. À Bruxelles, les membres de la SOBEPS sont vite débordés. L'armée belge accepte alors de collaborer avec les ufologues. Si les faits le demandent, elle est prête, fait-elle savoir, à envoyer un avion de reconnaissance. Dans la soirée du 30 mars 1990, le triangle, ou un des triangles, est détecté sur les écrans radars de la station de Semerzac. À minuit 5, 2 chasseurs F-16 sont lancés à la poursuite de l'objet. Dans les minutes qui suivent, l'un des F-16 capte l'OVNI sur son radar de bord. Pour des raisons stratégiques, l'autre appareil vole sans radar. L'engin inconnu se livre alors à des accélérations qu'aucun être humain ne pourrait supporter. Dans les jours qui suivent, le colonel Wilfred de Brouwer, responsable de l'armée de l'air, présente à la presse les images radar. Elles ont de quoi étonner. Le tracé indique des accélérations de l'ordre de 30 à 40 G, c'est-à-dire 30 à 40 fois la force gravitationnelle. D'un même souffle, le colonel de Brouwer rejette la possibilité que l'OVNI ait pu être un quelconque prototype secret. La vague belge va perdurer jusqu'en 1994. Aujourd'hui, 10 ans après ces événements, personne n'a pu apporter une explication définitive aux observations nombreuses de la vague belge. Ce qu'il faut retenir de l'affaire belge, c'est beaucoup moins les éléments factuels, dont certains demeurent très discutables, que ce dialogue qui a pu s'établir entre les ufologues et les forces armées nationales. Cette collaboration est peut-être beaucoup plus importante qu'on pourrait le croire. Pour pouvoir mener une étude exhaustive, les chercheurs ont besoin de toutes les données du problème OVNI. Or, les meilleurs rapports sont souvent les dossiers militaires, puisqu'ils émanent de pilotes expérimentés ou encore parce qu'ils sont appuyés par des évidences physiques, comme les échoradars. Le problème, c'est que ces dossiers, pour des raisons de secret défense,
ne sont jamais ou très rarement remis aux chercheurs civils. L'idéal serait la mise en place d'organismes étatiques, ou mieux encore, gérés par une instance internationale, comme les Nations unies. Mais la création d'une telle structure n'est pas pour demain. À la fin des années 1970, plusieurs réunions se sont tenues aux Nations unies pour discuter des ovnis. Y ont participé le professeur Hynek, l'ancien conseiller de l'US Air Force, Claude Poher, fondateur du GEPAN, l'ancêtre du CEPRA, l'astronaute Gordon Cooper et plusieurs autres personnalités importantes. Le tout était supervisé par le secrétaire général de l'époque, Kurt Waldheim. L'idée était de susciter une réflexion internationale sur la question des ovnis. Malheureusement, l'affaire a tourné court lorsqu'un diplomate américain a menacé d'adresser une plainte au Sénat sous prétexte que les fonds américains consacrés à l'ONU étaient utilisés pour l'étude des ovnis. Preuve que la bêtise n'est pas l'apanage des extraterrestres. Activités tectoniques, du même genre que celles que l'on a vues dans des endroits comme Hessdalen, des lumières causées par des mouvements terrestres. Mais à l'époque, on croyait que c'était un phénomène important. Une explication a été retenue qui n'était pas si absurde que ça. On a dit que ces lumières pouvaient avoir été causées par du gaz des marais en feu. Malheureusement, ça a été repris par les journaux à sensation et ils ont fait un grand plat du fait que le gouvernement avait prétendu expliquer que ces ovnis n'étaient que du gaz des marais en feu. Je pense que le gouvernement a commis des bévues, mais je crois que dans ce cas-ci, ce n'était pas si ridicule que ça. Dans les cas comme ceux de Warminster, Hessdalen, Gulf Breeze, Ann Arbor, ce sont fort probablement de véritables cas d'ovnis. Mais à partir de ce moment, d'autres personnes affirment avoir vu quelque chose, et ça devient une vague. Et beaucoup de faussetés se retrouvent dans les observations. Je crois quand même qu'il y a certaines histoires qui sont vraies. Mais dans ce cas-ci, à cause de cette tentative d'étouffer l'affaire avec l'explication du gaz des marais, c'est devenu un vrai fiasco. Insatisfait des explications du professeur Hynek, la presse tire à boulet rouge sur le Project Blue Book. Dans la tourmente, l'état-major met sur pied une commission ad hoc à laquelle participent des militaires et des scientifiques. Idéalement, concluent les panélistes, il faudrait qu'un organisme civil prenne le relais et décharge une fois pour toutes l'armée de cet épineux problème des ovnis. L'Air Force jette alors son dévolu sur l'Université du Colorado. En fait, ce qui est arrivé, c'est que le projet Blue Book avait perdu toute crédibilité. L'armée de l'air avait perdu de la crédibilité avec ce projet. Les gens ne croyaient pas les explications de l'armée de l'air disant que c'était à chaque fois des ballons sondes ou de la foudre en boule ou bien encore Vénus. L'armée de l'air voulait, depuis des années, abolir le projet Blue Book. Le problème qu'ils ont toujours eu était que les ovnis pouvaient représenter un problème de sécurité nationale ou un problème de défense nationale.
Ils ne réussissaient pas à trouver une bonne excuse pour se débarrasser de Blue Book. Ils ne pouvaient pas dire qu'il n'y avait aucun problème de sécurité. Autrement dit, ils étaient coincés. Alors, ce qu'ils ont fait en 1966, ça a été de remettre cette étude à l'Université du Colorado, qui a été sélectionnée très attentivement d'ailleurs, pour étudier ce phénomène une fois pour toutes de façon scientifique. Ce projet Colorado, aussi connu sous le nom de Comité Condon, a duré environ 2 ans. Après cette période, le comité Condon a décidé, le journaliste en question a entendu cette histoire fantastique, et bien sûr, elle a fait la manchette partout au Canada et a rapidement fait le tour du monde. Et c'est devenu l'un des cas sur lesquels on s'est le plus penché en Amérique du Nord. Dès les premières heures, les autorités confient l'enquête au sergent Paul Biskey de l'aviation militaire canadienne. Son rapport est truffé de contradictions. D'une part, l'officier reconnaît que Michalak est un homme intègre et honnête, mais reste convaincu que l'affaire est une fraude ou une hallucination. Biskey était vraiment très réfractaire à l'idée des soucoupes volantes. D'ailleurs, on a retrouvé une lettre très intéressante dans les archives où il raconte comment il a l'intention d'enivrer M. Michalak dans un bar pour lui délier la langue et le forcer à dire la vérité sur ce qui s'était produit. Il était à la recherche de n'importe quelle explication prouvant que M. Michalak n'avait pas vraiment vu ce qu'il prétendait avoir vu. Je crois qu'il a beaucoup nui à l'enquête. Il était certainement rigoureux, mais il était tellement convaincu qu'il était impossible qu'une telle chose se soit produite que son évaluation a peut-être été exagérée. En haut lieu, les spéculations du sergent Biskey ne font pas l'unanimité, d'autant plus que des échantillons de sol radioactifs ont été découverts sur les lieux. J'ai grandi tout près de l'endroit où vivait M. Michalak. De fait, étant enfant, j'ai même joué avec un de ses fils. Et je me souviens qu'un jour, il m'a raconté que son père avait été brûlé et qu'il était très malade. À l'époque, je n'y ai pas porté attention, mais plus tard, alors que je fréquentais toujours la famille, j'ai commencé à m'intéresser aux ovnis et aux soucoupes volantes. Et je me suis mis à lui poser des questions sur ce qui était arrivé. Il m'a alors montré ses brûlures aux jambes et les traces toujours visibles sur son corps, les objets qui restaient, et surtout, il m'a raconté cette fabuleuse histoire. Alors, d'un côté, nous avons une histoire fabuleuse appuyée par des preuves bien concrètes. Des indices au sol, les blessures sur son corps, son étonnant témoignage, ainsi que celui de divers experts qui ont travaillé à l'enquête. Ainsi, selon la personne à qui vous vous adressez, ou vous avez là le meilleur cas jamais recensé d'une personne qui rencontre une soucoupe volante, qui est brûlée, physiquement atteinte, ou vous avez affaire à une escroquerie très élaborée. Et si c'est une escroquerie, c'est certainement l'une des meilleures à avoir été étudiée. Elle s'appuie sur des preuves extraordinaires. C'est ce que font les militaires, c'est ce qu'ils doivent faire, ils sont payés pour ça. Les ovnis, c'est, je dirais, le presque avant-dernier de le problème. Ils ne sont pas payés et mandatés pour étudier les ovnis, ce n'est pas leur travail premier, et je vous dirais même qu'ils s'en moquent carrément. Dans la mesure où la sécurité nationale n'est pas mise en péril, qu'il n'y a pas de danger pour la population seule, ils vont colliger l'information comme quoi il y a quelque chose d'étrange dans notre ciel, mais ça va s'arrêter là. L'information sera retransmise au NORAD à Cheyenne, au Colorado, mais il n'y aura pas plus de choses qui sera faites. Presque autour des années fin 70, tout ça a été transféré à l'Institut Hattiesburg d'Ottawa qui colligeait l'information. La GRC au sol a pris la relève en colligeant encore une fois l'information pour constituer des dossiers. Tout ça a pris fin vers 95-96 avec les fameuses coupures du gouvernement conservateur de M. Brian Mulroney. Et depuis, il n'y a plus rien qui se fait, c'est-à-dire dans le domaine militaire, on ne peut pas s'attendre de la part de ces gens à ce qu'il y ait une étude exhaustive concernant le phénomène des ovnis. Dans toute l'histoire de l'ufologie canadienne, un cas a particulièrement retenu l'attention des forces armées.
Il s'agit d'une étrange machine volante observée par un prospecteur minier, Stephen Michalak, près de Falcon Lake au Manitoba en 1967. Stephen Michalak était un ingénieur, un homme humble, qui avait émigré de Pologne à l'époque de la guerre. En 1967, il faisait de la prospection en amateur dans une région très reculée du Manitoba. Pas totalement inaccessible toutefois. C'était à quelques kilomètres d'une route très fréquentée, mais hors des sentiers battus. Il a raconté que pendant qu'il mangeait son casse-croûte, il avait commencé à concasser des cailloux. Il y a de l'or, de l'argent et d'autres minéraux dans la région. De fait, il avait déjà demandé une concession pour prospecter sur ce territoire. Donc, pendant qu'il s'active, il aperçoit un objet argenté d'une trentaine de pieds de diamètre et qui a l'allure d'une soucoupe volante telle qu'on les imagine en voyant les films de Hollywood. Celle-ci se pose sur un piton rocailleux non loin de lui et une lumière extrêmement brillante jaillit du petit dôme situé au sommet de l'engin. Au bout d'un moment, une petite porte s'est ouverte sur le côté et à nouveau, il a aperçu une lumière brillante sortir de l'engin. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il n'a pas pensé qu'il s'agissait d'un vaisseau spatial d'origine extraterrestre. La première chose qui lui est venue à l'esprit, c'est qu'il avait affaire à une sorte d'objet volant ultra secret d'origine américaine qui serait tombé en par ses observations. Et elle a rédigé un document appelé « The Estimate of the Situation ». Ici, il importe de préciser qu'aucune copie de « The Estimate » n'a jamais fait surface. Par ailleurs, nous avons de bonnes raisons de croire que ce rapport a existé. Plusieurs personnes de bonne réputation ont affirmé « Oui, je l'ai lu, je sais ce qu'il contient ». Essentiellement, The Estimate est un document écrit par l'équipe du projet SIGN et qui dit « Oui, les ovnis existent et nous croyons qu'ils sont d'origine extraterrestre ». Le document a atterri sur le bureau du général Vandenberg de l'US Air Force. D'après la légende, Vandenberg aurait dit « Je refuse d'accepter ces conclusions, trouvez-moi quelque chose d'autre ». Alors l'équipe de SIGN a refait ses devoirs et a trouvé quelque chose d'autre. Par la suite, la thèse pro-extraterrestre est tombée en disgrâce au sein du projet SIGN. On raconte qu'après avoir rejeté les conclusions initiales du rapport Estimate of the Situation, conclusion à l'effet que les soucoupes volantes pouvaient être des engins extraterrestres, le général Vandenberg aurait demandé à ce que toutes les copies existantes du document soient brûlées. En février 1949, les officiers du Bureau stratégique remettent un nouveau rapport officiel, épuré cette fois de toute référence extraterrestre. Le document souligne toutefois que 20% des observations n'ont pu être identifiées. Le Pentagone réagit en remplaçant le Project SIGN par une autre structure chargée cette fois de minimiser au maximum les observations rébarbatives. C'est le Project Grudge. L'ère des ténèbres vient de commencer. 11 mois plus tard, on annonce que les apparitions d'OVNI sont essentiellement le résultat d'erreurs d'interprétation, d'hystérie collective ou de fraude. Pour l'état-major, la cause est entendue. En septembre 1951, au lendemain d'observations spectaculaires survenues au New Jersey, l'US Air Force entreprend de ressusciter son Project Grudge. Le capitaine Edward Ruppelt est chargé du mandat. Mais contrairement aux politiques de ses prédécesseurs, Ruppelt refuse de discréditer aveuglément le dossier des ovnis. Il demande plutôt qu'une recherche sérieuse soit entreprise. Ces démarches amèneront la création, dès 1952, du Project Blue Book. Avec l'arrivée du capitaine Ruppelt, un vent d'enthousiasme souffle sur les amateurs d'ovnis. On espère que Ruppelt, reconnu pour être un officier magnanime, fera tout pour que l'étude soit des plus impartiales. Preuve de cette bonne volonté, l'officier s'assure, à titre de conseiller scientifique, la collaboration de l'astrophysicien Joseph Hyland Hynek, attaché à l'Université Northwestern de l'Illinois. Malheureusement, à l'été de 1952, le vent tourne. Oui, je l'ai lu, je sais ce qu'il contient. Essentiellement, The Estimate est un document écrit par l'équipe du projet SIGN et qui dit « Oui, les ovnis existent et nous croyons qu'ils sont d'origine extraterrestre ».
Le document a atterri sur le bureau du général Vandenberg de l'US Air Force. D'après la légende, Vandenberg aurait dit « Je refuse d'accepter ces conclusions, trouvez-moi quelque chose d'autre ». Alors l'équipe de Syne a refait ses devoirs et a trouvé quelque chose d'autre. Par la suite, la thèse pro-extraterrestre est tombée en disgrâce au sein du projet Syne. On raconte qu'après avoir rejeté les conclusions initiales du rapport Estimate of the Situation, conclusion à l'effet que les soucoupes volantes pouvaient être des engins extraterrestres, le général Vandenberg aurait demandé à ce que toutes les copies existantes du document soient brûlées. En février 1949, les officiers du Bureau stratégique remettent un nouveau rapport officiel, épuré cette fois de toute référence extraterrestre. Le document souligne toutefois que 20% des observations n'ont pu être identifiées. Le Pentagone réagit en remplaçant le Project Syne par une autre structure chargée cette fois de minimiser au maximum les observations rébarbatives. C'est le Project Grudge. L'ère des ténèbres vient de commencer. 11 mois plus tard, on annonce que les apparitions d'OVNI sont essentiellement le résultat d'erreurs d'interprétation, d'hystérie collective ou de fraude. Pour l'état-major, la cause est entendue. En septembre 1951, au lendemain d'observations spectaculaires survenues au New Jersey, l'US Air Force entreprend de ressusciter son Project Grudge. Le capitaine Edward Ruppelt est chargé du mandat. Mais contrairement aux politiques de ses prédécesseurs, Ruppelt refuse de discréditer aveuglément le dossier des OVNI. Il demande plutôt qu'une recherche sérieuse soit entreprise. Ces démarches amèneront la création, dès 1952, du Project Blue Book. Avec l'arrivée du capitaine Ruppelt, un vent d'enthousiasme souffle sur les amateurs d'OVNI. On espère que Ruppelt, reconnu pour être un officier magnanime, fera tout pour que l'étude soit des plus impartiales. Preuve de cette bonne volonté, l'officier s'assure, à titre de conseiller scientifique, la collaboration de l'astrophysicien Joseph Hyland Hynek, attaché à l'Université Northwestern de l'Illinois. Malheureusement, à l'été de 1952, le vent tourne. En juillet, des ovnis sont observés au-dessus de la capitale nationale. Le général John Samford, porte-parole de l'US Air Force, tient alors une conférence de presse où il annonce que ces lumières n'étaient que des phénomènes naturels provoqués par des inversions de température. D'autres minéraux dans la région. De fait, il avait déjà demandé une concession pour prospecter sur ce territoire. Donc, pendant qu'il s'active, il aperçoit un objet argenté d'une trentaine de pieds de diamètre et qui a l'allure d'une soucoupe volante telle qu'on les imagine en voyant les films de Hollywood. Celle-ci se pose sur un piton rocailleux non loin de lui et une lumière extrêmement brillante jaillit du petit dôme situé au sommet de l'engin. Au bout d'un moment, une petite porte s'est ouverte sur le côté et à nouveau, il a aperçu une lumière brillante sortir de l'engin. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il n'a pas pensé qu'il s'agissait d'un vaisseau spatial d'origine extraterrestre. La première chose qui lui est venue à l'esprit, c'est qu'il avait affaire à une sorte d'objet volant ultra secret d'origine américaine qui serait tombé en panne et se serait arrêté à l'écart pour faire des réparations à l'abri des regards indiscrets. Il s'est alors rapproché de l'engin et a crié en direction de l'appareil. « Hey, Yankee Boys, qu'est-ce qui vous arrive? Votre appareil secret est brisé, je vais vous donner un coup de main pour le réparer. » Avant de faire cet appel, il avait entendu des voix en provenance de l'appareil et les avait prises pour des voix humaines. Toutefois, après avoir lancé son cri, il se rend compte que les voix se taisent subitement. Et il se dit en lui-même « Oh non, ce ne sont peut-être pas des Américains. » Alors il relance son appel, mais en russe cette fois, une langue qu'il connaît bien, mais n'obtient pas de réponse. Il répète alors son appel en allemand, puis en polonais, sa langue maternelle. Comme il n'obtient toujours pas de réponse, il s'approche de la porte et pose sa main qui porte un gant protecteur caoutchouté pour le protéger des éclats de pierre. Il pose sa main donc sur la surface de l'appareil, croyant toujours qu'il s'agit d'une sorte d'avion secret. Il est alors forcé de retirer sa main car son gant fond à cause de la chaleur intense qui se dégage du véhicule. À ce moment, la porte se ferme, comme l'iris d'une caméra.
Puis tout l'objet se redresse et se met à tourner sur lui-même, de sorte qu'il se retrouve face à un système d'échappement dissimulé derrière une grille qui ressemble vaguement à celle d'un radiateur. À ce moment, un souffle de gaz chaud le frappe en pleine poitrine et l'objet décolle. Mais le jet d'air est si chaud qu'il met le feu à ses vêtements. Et Michalak doit se débattre pour retirer sa chemise et le reste de ses vêtements. Il les jette au sol, réussit à éteindre les flammes en les traînant dans l'herbe et en les piétinant. Mais il a commencé à se sentir très étourdi. Il avait la nausée et il souffrait beaucoup. Il avait des brûlures au 2e et au 3e degré. Il a réussi tant bien que mal à sortir des buissons et à se rendre au petit motel où il habitait quelques kilomètres plus loin. Là, il a décidé d'aller chercher des soins à Winnipeg pour prospecter sur ce territoire. Donc, pendant qu'il s'active, il aperçoit un objet argenté d'une 30aine de pieds de diamètre et qui a l'allure d'une soucoupe volante telle qu'on les imagine en voyant les films de Hollywood. Celle-ci se pose sur un piton rocailleux non loin de lui et une lumière extrêmement brillante jaillit du petit dôme situé au sommet de l'engin. Au bout d'un moment, une petite porte s'est ouverte sur le côté et à nouveau, il a aperçu une lumière brillante sortir de l'engin. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il n'a pas pensé qu'il s'agissait d'un vaisseau spatial d'origine extraterrestre. La première chose qui lui est venue à l'esprit, c'est qu'il avait affaire à une sorte d'objet volant ultra secret d'origine américaine qui serait tombé en panne et se serait arrêté à l'écart pour faire des réparations à l'abri des regards indiscrets. Il s'est alors rapproché de l'engin et a crié en direction de l'appareil. « Hey, Yankee Boys, qu'est-ce qui vous arrive? Votre appareil secret est brisé, je vais vous donner un coup de main pour le réparer. » Avant de faire cet appel, il avait entendu des voix en provenance de l'appareil et les avait prises pour des voix humaines. Toutefois, après avoir lancé son cri, il se rend compte que les voix se taisent subitement. Et il se dit en lui-même « Oh non, ce ne sont peut-être pas des Américains. » Alors il relance son appel, mais en russe cette fois, une langue qu'il connaît bien, mais n'obtient pas de réponse. Il répète alors son appel en allemand, puis en polonais, sa langue maternelle. Comme il n'obtient toujours pas de réponse, il s'approche de la porte et pose sa main qui porte un gant protecteur caoutchouté pour le protéger des éclats de pierre. Il pose sa main donc sur la surface de l'appareil, croyant toujours qu'il s'agit d'une sorte d'avion secret. Il est alors forcé de retirer sa main car son gant fond à cause de la chaleur intense qui se dégage du véhicule. À ce moment, la porte se ferme, comme l'iris d'une caméra. Puis tout l'objet se redresse et se met à tourner sur lui-même, de sorte qu'il se retrouve face à un système d'échappement dissimulé derrière une grille qui ressemble vaguement à celle d'un radiateur. À ce moment, un souffle de gaz chaud le frappe en pleine poitrine et l'objet décolle. Mais le jet d'air est si chaud qu'il met le feu à ses vêtements. Et Michalak doit se débattre pour retirer sa chemise et le reste de ses vêtements. Il les jette au sol, réussit à éteindre les flammes en les traînant dans l'herbe et en les piétinant. Mais il a commencé à se sentir très étourdi. Il avait la nausée et il souffrait beaucoup. Il avait des brûlures au 2e et au 3e degré. Il a réussi tant bien que mal à sortir des buissons et à se rendre au petit motel où il habitait quelques kilomètres plus loin. Là, il a décidé d'aller chercher des soins à Winnipeg. Il est arrivé à Winnipeg quelques heures plus tard. Des lumières causées par des mouvements terrestres. Mais à l'époque, on croyait que c'était un phénomène important. Une explication a été retenue qui n'était pas si absurde que ça. On a dit que ces lumières pouvaient avoir été causées par du gaz des marais en feu. Malheureusement, ça a été repris par les journaux à sensation et ils ont fait un grand plat du fait que le gouvernement avait prétendu expliquer que ces ovnis n'étaient que du gaz des marais en feu. Je pense que le gouvernement a commis des bévues, mais je crois que dans ce cas-ci, ce n'était pas si ridicule que ça.
Dans les cas comme ceux de Warminster, Hessdalen, Gulf Breeze, Ann Arbor, ce sont fort probablement de véritables cas d'OVNI. Mais à partir de ce moment, d'autres personnes affirment avoir vu quelque chose, et ça devient une vague. Et beaucoup de fausseté se retrouvent dans les observations. Je crois quand même qu'il y a certaines histoires qui sont vraies. Mais dans ce cas-ci, à cause de cette tentative d'étouffer l'affaire avec l'explication du gaz des marais, c'est devenu un vrai fiasco. Insatisfait des explications du professeur Hynek, la presse tire à boulet rouge sur le Project Blue Book. Dans la tourmente, l'état-major met sur pied une commission ad hoc à laquelle participent des militaires et des scientifiques. Idéalement, concluent les panélistes, il faudrait qu'un organisme civil prenne le relais et décharge une fois pour toutes l'armée de cet épineux problème des ovnis. L'Air Force jette alors son dévolu sur l'Université du Colorado. En fait, ce qui est arrivé, c'est que le projet Blue Book avait perdu toute crédibilité. L'armée de l'air avait perdu de la crédibilité avec ce projet. Les gens ne croyaient pas les explications de l'armée de l'air disant que c'était à chaque fois des ballons sondes ou de la foudre en boule ou bien encore Vénus. L'armée de l'air voulait, depuis des années, abolir le projet Blue Book. Le problème qu'ils ont toujours eu était que les ovnis pouvaient représenter un problème de sécurité nationale ou un problème de défense nationale. Ils ne réussissaient pas à trouver une bonne excuse pour se débarrasser de Blue Book. Ils ne pouvaient pas dire qu'il n'y avait aucun problème de sécurité. Autrement dit, ils étaient coincés. Alors, ce qu'ils ont fait en 1966, ça a été de remettre cette étude à l'Université du Colorado, qui a été sélectionnée très attentivement d'ailleurs, pour étudier ce phénomène une fois pour toutes de façon scientifique. Ce projet Colorado, aussi connu sous le nom de Comité Condon, a duré environ 2 ans. Après cette période, le comité Condon a décidé que le phénomène ne valait pas la peine d'une étude scientifique ou des fraudes. Cela dit, même s'il était conseillé de ne pas poursuivre ces enquêtes, 1 an plus tard, cette recommandation a été rejetée à cause de toute une série d'observations importantes impliquant des militaires. C'est en gros la genèse de cet intérêt. Une fois que le ministère de l'Air et le ministère de la Défense eurent mis sur pied un petit groupe de recherche pour enquêter sur ces observations d'OVNI, ce projet a perduré. Et d'une certaine façon, perdure encore aujourd'hui. Le travail dont on m'a chargé entre 1991 et 1994 n'était en fait qu'une version moderne des enquêtes et des recherches mises de l'avant dans les années 50. Bien sûr, le personnel est différent. L'attitude avec laquelle on a enquêté sur certains de ces incidents a aussi changé au fil des ans. Mais essentiellement, il s'agit du même projet. Et ses objectifs fondamentaux, eux, sont restés inchangés. C'est-à-dire s'assurer que ces observations ne représentent pas une menace pour notre pays. Par définition, l'armée, c'est la grande muette. Il ne faut donc pas s'étonner si elle se montre réticente à rendre publique de l'information. Mais entre faire preuve de transparence et collaborer ouvertement avec les ufologues, il y a un monde. Pourtant, il y a quelques années, une telle collaboration s'est établie entre l'armée belge et un groupe d'ufologues de Bruxelles, la SOBEPS, pour la Société belge d'études des phénomènes spatiaux. L'affaire commence en 1989. Cet automne-là, la Belgique devient le théâtre des apparitions d'un engin mystérieux. Les témoins parlent surtout d'un grand triangle noir muni de 3 puissants phares et d'un feu rouge clignotant. À Bruxelles, les membres de la SOBEPS sont vite débordés. L'armée belge accepte alors de collaborer avec les ufologues. Si les faits le demandent, elle est prête, fait-elle savoir, à envoyer un avion de reconnaissance. Dans la soirée du 30 mars 1990, le triangle, ou un des triangles,
est détecté sur les écrans radars de la station de Semerzak. À minuit 5, 2 chasseurs F-16 sont lancés à la poursuite de l'objet. Dans les minutes qui suivent, l'un des F-16 capte l'OVNI sur son radar de bord. Pour des raisons stratégiques, l'autre appareil vole sans radar. L'engin inconnu se livre alors à des accélérations qu'aucun être humain ne pourrait supporter. Blue Book se trouve ainsi réduit à un simple organisme de relations publiques. Ruppelt démissionnera quelques mois plus tard, écœuré de ces nouvelles directives. Le projet Blue Book est né des suites du projet Sign, qui avait évolué vers le projet connu sous le vocable projet Grudge, qui deviendra le projet Blue Book au printemps de 1952. Il a été créé à cause des nombreuses observations d'OVNI au cours de ces années-là. Il a été décidé que le dossier exigeait une enquête d'un niveau supérieur au niveau de l'armée de l'air américaine. Et le dossier est ainsi devenu Blue Book. C'était le capitaine Ruppelt qui en a été responsable pendant 2 ans et quelques, 52-53. Il a fait de très bonnes enquêtes à ce moment-là, mais il y a eu une situation de crise en 1952 à la suite de ce qu'on a appelé le carrousel de Washington, où pendant 2 nuits de suite, samedi à dimanche, 2 week-ends de suite, il y a eu un carrousel formidable d'OVNI qu'il a fallu démentir. Il y a eu une grande commission, conférence de presse plutôt, à Washington, qui a démenti et qui a parlé de mirage, mais ça n'était pas convaincant. Mais il y a eu à ce moment-là un changement d'orientation politique et on a freiné beaucoup les OVNI. Alors Ruppelt s'en est rendu compte et il a quitté la commission. Leur travail revenait à justifier les observations et non à les expliquer. Nous le savons parce que des documents rendus publics montrent clairement les recommandations faites au personnel du projet Blue Book. Si vous avez affaire à quelque chose qui est facilement explicable, alors vous l'expliquez au public. Si c'est quelque chose de trop complexe, alors vous n'en parlez surtout pas au public. La recommandation était très claire. Leur travail consistait à ramener le pourcentage d'observations inexpliquées à un strict minimum. Cette commission livre bleu donc, de l'armée de l'air s'est attachée à trouver des explications naturelles aux OVNI. Et elle s'est fait aider d'un conseiller scientifique qui était l'astronome Alan Hynek, qui a fait ce travail-là pendant presque une vingtaine d'années, jusqu'à la fin des années 60. C'était, à toute fin pratique, la première enquête officielle sur les rapports d'observation d'OVNI. Ce n'était pas Blue Book en tant que tel, mais le nom Blue Book était un code pour tous les rapports d'observation d'OVNI recueillis et analysés par l'université, qui était apparemment indépendante du gouvernement. En fait, l'université était plus indépendante que le gouvernement ne l'aurait voulu, d'ailleurs, parce que Hynek est devenu une des têtes de file dans le dossier des OVNI. Pendant un certain temps, il a même joué un double jeu. Mais il a pris en considération plusieurs témoignages de lumière et d'objets volants, ainsi que des cas plus étranges, comme celui des entités au Kentucky en 1955, par exemple. Jusqu'à un certain point, c'était une tentative d'étouffer l'affaire, car la CIA avait déjà démontré son intérêt. Avant la fin de l'année, le projet Blue Book avait été démantelé. Ainsi, même si le rapport Condon était bancal, il avait fait le travail. Le Project Colorado présente en effet de telles incohérences qu'on peut se demander si le Dr Condon a pris le temps de lire les rapports d'enquête de ses conseillers avant de rédiger ses propres conclusions. Quoi qu'il en soit, après la publication du rapport Condon et l'abandon du Project Blue Book, l'armée de l'air américaine se désengage de la question des OVNI, du moins officiellement. Après 1969, le US Air Force a continué à affirmer qu'elle n'enquêterait plus sur les rapports d'OVNI. Et ça a été leur position depuis 30 ans. Ce n'est pas vrai du tout. Nous savons par exemple qu'il y a eu plusieurs intrusions dans leur espace aérien durant les années 70. À la frontière nord des États-Unis et au Canada, à la base aérienne de Falcon Ridge en Ontario.
et plusieurs autres violations de l'espace aérien au-dessus de la frontière nord des États-Unis en novembre 1975. Nous savons que les militaires américains y ont prêté une attention particulière. Nous savons qu'ils ont enquêté là-dessus. Et nous avons aussi un mémo datant de 1969 venant du général Carol Bolander, affirmant que les rapports d'OVNI importants qui pouvaient avoir un impact sur la sécurité nationale ne faisaient pas partie du système Blue Book. Il était très clair à ce sujet. Il y a certainement raison de croire qu'ils ont continué à enquêter sur les OVNI. On a souvent discuté du fait que d'autres projets, connus sous le nom d'Aquarius, Moondust par exemple, et d'autres encore, existent. Il est probable que ces projets aient existé. Il est difficile de faire l'historique du projet Aquarius, par exemple. Nous n'avons pas beaucoup d'informations à ce sujet. Et plusieurs doutes ont été émis sur l'authenticité des documents qui parlent du projet. Il est donc très difficile de comprendre à quoi le projet était voué. Ce qui est clair, c'est que nous savons qu'on fait encore de nos jours des enquêtes sur les OVNI. Disons que pour l'heure, il est à peu près exclu. Aujourd'hui, l'US Air Force prétend que tous les dossiers pertinents relatifs aux OVNI sont maintenant accessibles aux archives nationales. Mais plusieurs anecdotes donnent à penser que ces dossiers ne sont que la pointe de l'iceberg. Je sais qu'il y a quelques astronautes qui prennent la question très au sérieux. J'ai parlé avec le Dr Edgar Mitchell, qui a été le 6e homme à marcher sur la Lune lors de la mission Apollo 14, et il m'a raconté être convaincu que nous sommes face à une vaste